Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis ton double du futur, je suis l'invité de la semaine. Mais non, mais va chercher l'invité. Bon, pendant ce temps-là, nous on se retrouve après l'intro. On est donc avec Fabien et non mon double du futur pour parler de quoi aujourd'hui? De Full Metal Jacket, le fameux film de Stanley Kubrick. Ici. Voilà. Donc globalement, c'est un film qui est sorti en 1987, donc longtemps après la fin de la guerre du Vietnam, qui se finit en 75. De quoi ça parle déjà? Premièrement, on évoquera le contexte historique après, mon cher Fabien. Donc globalement, Full Metal Jacket, c'est un film qui retrace la vie de jeunes Américains, États-Uniens même. Mm. Et en fait, le film commence quand ce sont des appelés qui vont dans un camp d'entraînement. La première image du film, c'est en fait, on leur rase les cheveux. Et tout le film suit un personnage qui, en fait, on le voit évoluer entre son entraînement, son arrivée au Vietnam, et on voit sa vie au Vietnam. Le film se situe aux environs de, on va dire, 1978, puisque c'est pendant l'offensive du Tet. Donc le Tet, c'est globalement le nouvel an chinois, mais au Vietnam. Voilà, exactement. Et c'est un film qui a pour but de critiquer cette guerre du Vietnam. Et c'est assez tardif parce que bon, on sait qu'il y a eu pas mal de choses. Et c'est pas mal de choses qui ont critiqué la guerre du Vietnam. On va y venir tout de suite avec le contexte historique. Donc voilà pour le contexte historique qu'on va maintenant commencer. Alors qu'est-ce que tu as à dire premièrement sur la guerre du Vietnam? Alors en fait, ce qui est intéressant avec la guerre du Vietnam, c'est que le Vietnam c'était une colonie française, comme le Cambodge et le Laos. Et en fait, juste après la Seconde Guerre mondiale, se débute la guerre d'indépendance du Vietnam, qui se termine en fait en 1954. En 1954, le Vietnam est divisé en deux, avec le nord de Ho Chi Minh, qui est un communiste, aidé par l'URSS, et le sud, qui a des tendances francophiles et capitalistes, donc états-uniennes. Et en fait, la guerre du Vietnam débute en 1955, où il y a déjà des troupes états-uniennes au sud-Vietnam. Cependant, la guerre connaît un véritable changement en 1964, lorsque le Nord-Vietnam déclare la guerre au sud. Et donc, en novembre 1963, Kennedy meurt. Et c'est son vice-président, Johnson, qui sera président par la suite, qui lui-même décide d'envoyer des troupes au Vietnam. Les troupes, globalement, arrivent en 65, et la guerre commence véritablement en 65. Cependant, c'est une véritable mascarade, puisque les civils sont pris entre deux feux, et comme actuellement, c'est une stratégie de guérilla, comme nous pouvons le voir avec Napoléon en Espagne, ou dans beaucoup d'autres événements, Voilà. étant donné que les États-Unis ont une puissance écrasante. Et en fait, la guerre, c'est surtout des destructions matérielles, puisque les villes sont totalement rasées par les forces états-uniennes, mais en même temps, le peuple en souffre énormément, puisque les Nord-Vietnamiens, les Viet Cong, se cachent à travers la population. Et ceux qui soutiennent les États-Unis sont massacrés par ces mêmes Viet Cong. Exact. Et c'est une assez surprenante perte de l'ère américaine au niveau de la guerre de l'air, car en effet, ils se sont dit, on a les avions à réaction, et ben on va enlever les canons, les mitrailleuses, parce qu'on a les fusées maintenant. Sauf que ça n'a pas fonctionné, et les MiG, ils les ont tous allumés notamment. Et il y a aussi un autre événement, c'est Woodstock, Tout à fait. qui est important, c'est incroyable. Je veux dire, Woodstock, tout le monde connaît, et peut-être que tout le monde ne connaît pas, la parodie de l'hymne américain de Jimi Hendrix, Star Spangled Banner, le titre va s'afficher ici, c'est une parodie, mais lourde, mais mal. Eh bien, en fait, Woodstock, tout comme Hendrix, ça appartient en fait au mouvement du pacifisme qui s'oppose en fait à la guerre froide et les années 60. Donc après 63, c'est toute la période en fait d'appeasement entre donc les États-Unis et l'URSS. Et en même temps, avec ce mouvement pacifique dont font partie John Lennon, qui est bon, globalement quand on pense pacifisme, on peut penser aux hippies, Woodstock, Peace and Love. En fait, c'est ce mouvement qui va aussi gangréner les États-Unis et les empêcher de rentrer dans une guerre totale où, bien entendu, si Nixon et Johnson n'étaient pas critiqués aux États-Unis et globalement partout dans le monde, puisque l'URSS va également critiquer les États-Unis
pour avoir des envies impérialistes, et bien en fait, les États-Unis perdent la guerre chez eux, et non au Vietnam. C'est une défaite politique. C'est une Oui. défaite politique. Et c'est assez étonnant parce que les États-Unis, la guerre, l'impérialisme, ils arrivent à perdre sur ce point-là, en quelque sorte. Mais en fait, les États-Unis, en 1960, perdent pour la même raison que Napoléon va perdre contre les Espagnols. Mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, le peuple se rebelle contre des forces armées qui, même s'ils sont plus puissantes, plus entraînées, mieux armées, mieux équipées, eh bien perdent parce qu'en face il y a du nombre, parce qu'en face ils attaquent quoi? Ils attaquent les munitions, ils attaquent les civils, ils attaquent les soutiens. Et les États-Unis et la population états-unienne n'avaient aucune envie de faire cette guerre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça rapporte aux États-Unis? Ça rapporte beaucoup de dépenses, ça rapporte des morts, puisqu'on envoie des jeunes garçons se faire tuer. D'ailleurs, la plupart, ce ne sont pas des engagés, ce sont des appelés, donc des personnes qui ne veulent pas faire la guerre. D'ailleurs, Dans le quel film. est le symbole de Full Metal Jacket? C'est le casque du personnage principal, Voilà. le fameux Born to Kill, né pour tuer. Mais en même temps, il a le symbole de paix, le fameux Peace and Love. Mm. En fait, Kubrick, dans son film, critique le Vietnam, mais il montre aussi cette dualité de l'âme, qui est lui-même dit dans le film, qui démontre en fait les États-Unis, dans la guerre du Vietnam, divisés entre l'évolution, la paix, la parole, la diplomatie, face à la guerre, aux actes violents. Voilà. Donc je propose c'est qu'on passe directement au film, la chose que la plupart du temps on connaît, pour une petite critique, qui sera à mon avis positive, hein mon petit Positive. Fabien? Je sais que tu l'adores. Et donc voilà pour la petite critique, et puis on fera en même temps un peu notre avis, parce qu'on a été un peu long sur le contexte historique. Donc, le film, déjà, il se divise en deux parties, et moi j'adore ça. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a deux parties dans le film, c'est-à-dire, il y a le moment où il s'entraîne au camp, où on voit les personnages se développer au camp, s'entraîner, et le moment de la guerre. Il y a deux grands axes comme ça, et on voit très clairement que ce sont pas des militaires, ce sont des appelés dès le camp d'entraînement. Je pense qu'on peut plutôt voir trois grandes parties. La première, qui représente vraiment l'entraînement, le moment où ce sont des inconnus qui deviennent amis, car ils sont en groupe, face à l'adversité. La deuxième partie, c'est plus celle où il vient d'arriver au camp, mais au camp militaire au Vietnam, et en fait au Vietnam, il est journaliste, reporter. Et donc à ce moment-là, il ne voit pas ce qu'est la guerre du Vietnam. Pour lui, il a juste l'idée où il faut dire ce qu'est le Vietnam aux États-Unis, au pays. Et en fait, la troisième partie, c'est ce moment où il est vraiment devenu soldat dans la guerre du Vietnam. C'est ce moment où il se retrouve, malgré lui, malgré son travail de journaliste, empêtré dans la guerre du Vietnam. C'est la guerre qui vient à lui, finalement. Oui, c'est la guerre qui vient à lui, et c'est surtout lui qui se retrouve dans une zone de conflit, et il est finalement obligé de se battre parce qu'il est états-unien. Et on peut voir également ici une certaine cruauté, une certaine adversité, puisque la guerre du Vietnam, c'est également une bataille idéologique. Exactement. Et on voit donc une sorte de fatalité. Tu es états-unien, même si tu es journaliste, tu peux pas y couper. Tu vas avoir le fusil à l'épaule et tu vas devoir tirer sur des viettes. Concrètement, c'est ça. La prise de parti du réalisateur. Ceux qui ont combattu dans cette guerre ne peuvent pas y échapper, même s'ils sont entre guillemets un rôle non militaire à la base. L'idée que développe Kubrick, c'est aussi, dans un sens, que même si tu es une personne gentille, même si tu ne veux faire aucun mal aux autres, même si tu es une personne humaniste, tu es obligé de te battre, parce que si tu ne te bats pas, tu te fais tuer. Et tu es là pour ton pays. Même il y a toute la propagande qui est il faut tuer les Viet Cong, ce sont nos ennemis, où on montre les atrocités du Viet Cong, mais on oublie même les atrocités faites par les États-Unis. On oublie beaucoup de choses. Et le Vietnam, finalement, même pas que dans Full Metal Jacket, mais dans tous les films que l'on voit, c'est l'atrocité. Ce sont des personnes qui sont appelées par le gouvernement. Une personne, c'est comme si demain, on vous disait, vous allez faire la guerre en Syrie. Au nom de la France. Vous êtes appelé, vous vous êtes entraîné pendant quelques mois, et vous êtes jeté dans la fosse au lion. Vous ne voulez pas tuer quelqu'un, vous n'avez pas cette idée, mais pourtant, vous devez le faire. On est obligé.
Et d'ailleurs, on retrouve ça aujourd'hui avec le film de Mel Gibson, le nouveau, Tu ne tueras point, Tu ne sauras pas. avec l'histoire du soldat qui est obligé d'aller au front, à la Seconde Guerre mondiale, et qui ne veut pas tuer. Et on se retrouve aussi comme ça là-dedans. Et il faut quand même parler, je pense, d'un des personnages. Un personnage qui montre en fait l'Américain moyen, c'est Baleine. Oui, de son vrai nom, Léonard Lawrence. Exact. En fait, Léonard Lawrence est un personnage qui apparaît dès le début. Donc c'est globalement un États-Unien grand et fort, Mhm. qui est quelqu'un de très naïf, innocent, qui finalement va être totalement absorbé et changé par ce camp d'entraînement. Qui n'a aussi aucune habilité physique. Je veux dire, il n'a pas l'habitude de courir, de grimper, et ça se retrouve dans le film. C'est l'États-Unien moyen. Exact. C'est l'homme lambda qui est appelé et qui va devoir se battre finalement. Et c'est ce qui est presque choquant, c'est qu'on peut se mettre à la place des personnages. Et c'est ce qui est fantastique avec Stanley Kubrick, c'est qu'il arrive à prendre avec un film qui est censé être moyen, avec un scénario qui est moyen, il arrive à vous prendre et à vous mettre dans le film. Parce qu'on s'attache aux personnages. Et notamment, moi je me suis particulièrement attaché à Baleine, parce que c'est le mec, je veux dire, mais n'importe qui pourrait incarner Baleine dans la vraie vie. C'est l'homme innocent qui se retrouve en fait confronté à la dure réalité. En fait, quand ils arrivent dans le camp, ce sont tous des hommes lambda, moyens, qui ont des différences. Par exemple, ils sont d'ethnies différentes, ils sont de religions différentes. Il y a sans doute même des homosexuels ou n'importe. En fait, Il y a de tout. c'est tout qui arrive dans un camp. Ils prennent des appelés, ils viennent et ils forment une communauté malgré leurs différences. Et en même temps, on peut peut-être voir là un message d'espoir qui est souvent représenté dans les films de Kubrick. C'est cet espoir c'est une communauté, c'est un groupe qui se soude face à l'adversité. L'adversité sera le fameux sergent Hartman dans la première partie. L'homme tyrannique, Le cliché du le militaire. cliché du militaire, droit, rigide. Qui est rigide, qui fait que crier, qui ne fait qu'insulter. C'est seconde classe finalement, parce que c'est des secondes classes. Et d'ailleurs, le sergent Hartman, il fait rire, tellement le cliché est grossier. Mais il a ce Et c'est côté... volontaire. Oui, d'ailleurs, Et c'est bien fait. la scène d'introduction était pas censée avoir lieu. Et le sergent Hartman est là vraiment pour montrer la rigidité du système états-unien, la rigidité de l'armée et finalement l'idiotie de la guerre. Puisque c'est une caricature. Hartman est une personne qui insulte, qui joue sur les faiblesses pour rendre les hommes durs. Cependant, en fait, il essaye de former une communauté face à l'adversité au service des États-Unis. Et finalement, ce qu'il fait, c'est en unissant les hommes, oui, mais en donnant la haine de quelque chose. Exact. Et la haine, c'est lui qui va la prendre sur lui. Finalement, en essayant d'éduquer des personnes à la guerre, il finit par se faire haïr par le groupe. Et Hartman est un personnage qui est particulièrement sadique. Finalement, il n'est pas... Et à la fin, il a le résultat de ce qui se lance. Vous, si vous avez vu le film, vous connaissez cette scène de Baleine à la fin du camp d'entraînement qui clôt cette première séquence. Oh, particulièrement choquante pour ceux qui l'ont vu. Particulièrement choquante. Et ça démontre bien que le sergent Hartman est complètement détesté et il va perdre quelqu'un déjà dès le camp d'entraînement. Il y a déjà quelqu'un qui part en lambeaux, en quelque sorte, dès le camp d'entraînement, avant même la guerre du Vietnam. Et c'est là où ça critique aussi la guerre du Vietnam, c'est les appelés. C'est les appelés. Pourquoi amener les appelés? C'est ça, en quelque sorte. Non, il y a une autre chose très intéressante, c'est que le film montre que la guerre du Vietnam, ce n'est pas que des blessures physiques, mais c'est surtout des blessures psychologiques, puisque les personnes deviennent totalement robotisées. En fait, elles perdent totalement l'idée de vivre d'elles-mêmes. Elles sont lobotomisées. Et Baleine, mais pas seulement lui, bon, même beaucoup de personnes sont finalement totalement changées par ce que leur fait subir Hartman. Et le film n'est pas violent en soi. Si c'est choquant, le film, ce n'est pas à cause des scènes de guerre, mais c'est surtout par la psychologie. Voilà. Et c'est montré dans donc tout le reste du film, ce choc qu'on a déjà évoqué avant, dans le contexte, ce choc de la guerre, mais c'est pas pareil que dans les autres films. C'est-à-dire que dans les autres films, il y en a plein. Hein. Vous pouvez aller à n'importe quel film, on va avoir des trucs gore.
principalement. Et là, pas du tout. On voit pas des trucs gore. Il y a un mec qui meurt, il y a un mec qui meurt. On voit même pas de plan spécial sur lui. Et en fait, tout se joue sur la psychologie dans ce film, et c'est là où ça devient intéressant. C'est un beau travail en tout cas. Je sais pas ce que t'en penses. Ah, c'est un travail qui est particulièrement avancé, qui est particulièrement intéressant, et c'est pour cela que je pense que Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, et même tous les travaux différents de Stanley Kubrick, comme 2001, ou même Les Sentiers de la Gloire, qui est un film sur la Première Guerre mondiale d'ailleurs, c'est des travaux qui sont vraiment psychologiques, plus que violents finalement, puisque Kubrick, qui est-il? C'est un jeune états-unien origine de New York, qui est d'origine juive, et donc qui arrive vraiment dans une période où sa communauté elle est stigmatisée, et où il connaît vraiment la violence, la violence psychologique. Exact. Bah, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais si jamais vous n'avez pas vu le film, je vous dis foncez. Vous l'avez compris, c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, allez voir ce film. Il faut que vous le regardiez. C'est essentiel. C'est essentiel, hein. Surtout toi, Allez le regarder, franchement, vous n'allez pas le regretter. je vous jure, je suis étonné, mais il connaît par cœur le film. Il peut vous sortir toutes les phrases du sergent. Va le voir tout de suite. Ou sinon on te défonce. T'as vu le film 300? Ouais, et bah pareil. Bref, sur ces mots, je vous laisse vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment donc Facebook et Twitter. Et puis bah à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Restez connectés.